Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans Les Vraies Voix, c'est jeudi. Aujourd'hui, oui. C'est jeudi. Jeudi 9 novembre. Et quand je dis jeudi, je le dis. Voilà, c'est ça. Vous dites. Voilà, c'est ça. Philippe David est avec moi, forcément, comme d'habitude. Le binôme de choc jusqu'à 19h. Très bien. Alors, je dois faire un mea culpa. Suite à l'émission d'hier. Enfin. On a fait la sélection du prix de l'humour politique et on n'a pas cité le Presse Club. Alors je le cite, oui, c'est le Presse Club qui est à l'origine. J'ai commis cette impair, j'en excuse. Mais est-ce que je peux leur susciter un mot d'une personnalité française qui pourrait être bien? Je vous dis sa phrase et vous me dites qui l'a dite. Oui. Une entrecôte au restaurant, ça vaut 35 €. Et ben voilà, vous avez la réponse. Pour le Presse Club, c'est une citation de Françoise de Gouin, vous avez tout compris. Comment il est possible, 17h04, c'est pas possible. Vous pouvez pas commencer à me chercher des noises comme ça, des poux dans les cheveux que vous n'avez plus depuis longtemps d'ailleurs. Me chercher des poux on les à lui a 17h04. arrachés. Je vous le dis, ça va mal se finir cette émission. Allez, bienvenue dans Les Vraies Voix. On est ensemble jusqu'à 19h. 0826 300 300, c'est le numéro qu'il faut faire absolument au sommaire de cette émission. Alors que le monde a les yeux tournés vers les conflits israélo-palestiniens et russo-ukrainiens, une escalade de violence se poursuit dans l'indifférence au Soudan, en Arménie, au Yémen. Depuis début novembre, les combats s'intensifient au Darfour. 800 personnes auraient été assassinées dans l'ouest du pays par la milice djihadiste, Philippe. Et comment expliquer qu'on manifeste à Paris dès qu'Israël riposte à une attaque alors qu'il ne se passe rien quand les criminels s'appellent le Hezbollah, s'appellent le Hamas ou s'appellent l'Arabie Saoudite ou le régime ou Boko Haram. Enfin, on va pas tous les faire, les talibans en Afghanistan, etc. Comment expliquer ce deux poids, deux mesures ? Trouvez-vous normal que de telles catastrophes humanitaires se passent dans le silence assourdissant des médias et de la communauté internationale? Vous voulez témoigner? On attend vos appels. C'est Aude qui attend vos appels au 0826 300 300. Et pour le moment, à cette question, pouvons-nous faire face à la terreur islamiste? Vous dites oui à 70%. Et notre expert du jour pour en parler, Alain Rodier, directeur de recherche au sein du Centre français de recherche sur le renseignement. Et puis le coup de projecteur des Vraies Voix à 18h30. Le nord de la France de nouveau en alerte crue rouge et en vigilance orange inondation. Vous l'avez entendu il y a quelques instants avec Rémi André. En une semaine, il est tombé, l'équivalent de 3 mois de pluie dans le Pas-de-Calais, ce qui a entraîné la fermeture de 200 crèches, entre autres, et des établissements scolaires, Philippe. Étions-nous assez préparés pour de telles inondations? Est-ce que vous êtes concernés par ces inondations pour venir témoigner au 0826 300 300? Craignez-vous que ces inondations ne soient que la conséquence du réchauffement climatique et qu'elles viennent à se multiplier? On attend également vos appels au 0826 300 300. Et pour le moment, vous dites oui, il faut décréter l'état de catastrophe naturelle à 76%. Et puis on en parlera avec François Decoster, un maire de Saint-Omer largement touché et vice-président de la région Hauts-de-France. On vous souhaite la bienvenue, c'est Les Vraies Voix jusqu'à 19h. Les Vraies Voix Sud Radio. Et pour nous accompagner, bien sûr, Philippe Bilger, vous le connaissez, bien entendu, c'est le président de l'Institut de la Parole et le président de ce demi-cercle ici, à Sud Radio. Bonsoir, mon cher Philippe. Bonsoir, président. Et je vois que Philippe est venu avec des chocolats. On ne peut pas le dire. On ne peut pas le dire si le patron regarde ça. On n'a pas loin. Je l'ai dit tout bas. Voilà. C'est de Moscou, le patron. Il a des caméras partout. Non, nous ne mangeons pas sur la table du studio. Pas du tout. Non, mais on le met là. Mais il y a des papiers, Françoise Degault est avec nous, éditorialiste Sud Radio. Bienvenue. Salut. Sébastien Ménard, entrepreneur dans la food tech. Bonsoir Sébastien Ménard. Bonsoir à tous. Oh, dis donc, vous êtes beau. Ah oui. Vous avez un dîner? Avec vous? Je l'ai pas noté, mais je vais le noter tout de suite, puisque maintenant vous me le dites avec grand plaisir. Je vais aller mettre une jolie robe de soirée pour être équivalent à votre... Non, il faut des carreaux, surtout. Si tu pouvais... Ah, c'est peut-être parce qu'il va se tenir à carreaux aujourd'hui, c'est pas sûr. Malgré tous les chocobons, Philippe Bilger essaie de nous acheter, mais enfin ça ne marchera jamais. C'est pour vous acheter pour le qui c'est qui l'a dit. 826 300 300, c'est le numéro qu'il vous faut, c'est beau. Et vous nous laissez des messages sur notre répondeur. C'est Daniel qui nous appelle de Castres. Écoutez. Oui, bonjour, c'est de Radio Simon de Perpignan. Je viens d'écouter l'intervention de M. Vallot, là, qui représente le PS. Bon, avec des explications plus ou moins contradictoires, alambiquées, compliquées. Il cherche à tout prix à diaboliser l'extrême droite, alors qu'ils sont même associés à l'extrême gauche complètement hors République. Je comprends pas cette attitude, que ces gens-là puissent encore obtenir des
discours aussi affligeants, aussi plats, sans fondement. Il ferait mieux de regarder autour d'eux et même leur histoire avant de juger les autres et surtout de dénigrer les électeurs comme ça. Merci Sud Radio. C'était donc Simon de Perpignan. Suite à l'interview par Jean-Jacques Bourdin de Boris Vallaud ce matin. Bien entendu, je ne l'ai pas trouvé très convaincant tout de même. Est-ce que vous ne trouvez pas quelque part ce que dit notre ami Simon de Perpignan, c'est qu'aujourd'hui, et d'ailleurs Olivier d'Artigol le disait hier, le no pass Aran, ça ne marchera plus. Oh bah ça fait des lustres qu'on le dit, hein. Vous n'avez pas de micro? Non, je pense que le no pass Aran marchera encore, évidemment. Vous verrez que en 2027, sauf si c'est Jean-Luc Mélenchon au second tour, mais ça n'arrivera plus, on a bien compris que ça ne pouvait plus jamais arriver. Mais si c'était Jean-Luc Mélenchon, ce serait évidemment, probablement, un no pass Aran de Jean-Luc Mélenchon. Face à Marine Le Pen. Mais pour le reste, vous verrez qu'en 2027, si Marine Le Pen est au second tour, vous aurez un no pass Aran et elle serait battue, c'est tellement évident. Il y a un surmoi français très fort par rapport à Le Pen, ça c'est évident. Ce que vous dites, Françoise, est tout à fait vrai. Il y a un surmoi très puissant face, je dirais, au Le Pen, puisque là, il y a toute une controverse sur les propos du père, etc., qui ressurgit. Mais indépendamment de cela, on est face à une grande hypocrisie, en fait. On a de plus en plus de Françaises et de Français qui malheureusement partagent le point de vue, le diagnostic du Front National. 42% au dernier second tour de présidentiel, pratiquement 41 et quelques. Applaudit, je dirais, la bonne tenue et des travaux dirigés par le Rassemblement National. On voit au fait des tas de jeunes parlementaires aujourd'hui plutôt bon teint qui, face au spectacle chaotique qu'a pu donner la France Insoumise, bah oui, il faut évidemment s'interroger. Donc là où je suis complètement d'accord avec Françoise Degois, c'est que je dirais la vraie solution pour Marine Le Pen, c'est d'affronter un mauvais Jean-Luc Mélenchon, parce que moi je pense qu'elle gagnerait, clairement. Donc je dis pas que Jean-Luc Mélenchon perdrait, je vous le dis, elle gagnerait. Ok, 0826 300 300, vous voulez la parole, on vous la donne, bien entendu, tout au long de cette émission. Daniel de Castres, cette fois-ci, c'est bien lui. Bonsoir Daniel. Oui. Bonsoir, Daniel. Bonsoir à tout le monde. Voilà, moi un coup de gueule encore par rapport à Marine Le Pen, parce que j'ai voté pour elle, j'ai pas honte de le dire, c'est la première fois de ma vie que ça m'arrive, j'aurais jamais voté pour son père, j'ai voté pour elle, je le regrette pas, et si c'est à refaire, je referai exactement pareil. Faut arrêter de faire l'amalgame avec son père, bon elle est née 20 ans après la guerre, faut arrêter quoi, ça devient fatigant, et au contraire on pousse les gens à voter pour elle. Moi j'ai même des potes juifs qui ont voté pour elle, là, cette fois-ci, et qui en ont ras-le-bol quoi d'entendre ça, on en discute entre nous, on dit ça devient n'importe quoi. Il a diabolise. Je comprends pas. J'arrive pas à comprendre. Est-ce que ça fait pas effet inverse, Françoise Degois, de diaboliser tout le temps? Je crois pas, mais je crois pas du tout que ça fait un fait inverse ou pas. Je pense que c'est la vie, ce que vous appelez la diabolisation, c'est la vie politique depuis que le monde est monde. On est toujours le diable de quelqu'un. Donc vous n'êtes pas en sucre, voilà, la gauche est diabolisée depuis des années. Je parle pas simplement de Jean-Luc Mélenchon, je veux dire, Marine Le Pen est diabolisée. Parce qu'on met quand même plus que les autres. Mais Emmanuel Macron est diabolisé aussi. On peut pas comparer Le Pen et Macron. Est-ce que je peux finir? Mais vous avez commencé voilà, déjà. Donc je termine. Voilà. Donc vous êtes très aimable, je termine. Je dis juste que il faut pas avoir des pudeurs de gazelle et il faut pas. Vous êtes pas en sucre. C'est ça la vie politique française. Le débat en France, il est toujours abrasif. On a diabolisé Sarkozy pendant des années à droite. Voilà, donc franchement, il n'y a pas de sujet. Allez, Philippe. Françoise, mais je ne crois pas que vous parliez de la même diabolisation. Il y a des contradictions politiques très vigoureuses à l'encontre des autres, je vous rejoins, mais la diabolisation du père Le Pen n'a rien à voir avec ce que vous évoquez. Et elle était destinée à éluder toute argumentation politique. Moi, je trouve que le Rassemblement National a fait l'objet d'une diabolisation très particulière, qui n'est pas comparable à, me semble-t-il. Bon, écoutez, c'est l'extrême droite. Et les sorties récentes des jeunes lieutenants de Marine Le Pen dans les médias, honnêtement, si on est intellectuellement honnête, on ne peut pas aujourd'hui leur opposer des arguments qui ne tiennent pas la route. C'est quand on...
J'aimerais juste aller au bout. Et on peut pas me suspecter absolument pas. Mais il faut juste reconnaître, si on est intellectuellement honnête, que le niveau auquel ils se sont hissés, si on n'utilise pas des arguments, comme le dit Philippe, qui sont totalement fallacieux pour ne pas vouloir les écouter, pour ne pas les laisser parler, la réalité, c'est qu'ils sont de plus en plus en phase avec ce que veulent entendre les Françaises et les Français. C'est autre chose, ça, c'est du populisme, c'est pas de la qualité intellectuelle, vous mélangez tout, sérieusement. Allez, on fait une petite pause, on revient dans quelques instants. Merci beaucoup, en tout cas, à Simon de Perpignan, qui est quand même, à Daniel Decasse, pardon, qui est notre voix du jour. Et qui s'est préparé pour le qui c'est qui l'a dit, évidemment. Quand même. Entraînez-vous. Dans quelques instants, Lucien Gasparac sera avec nous pour les 3 mots dans l'actu. Avec vous, on parle de quoi, Philippe Bilger? Qui est unique en politique aujourd'hui? Oh, je crois que c'est moi. Allez, on fait une petite pause. Vous êtes de la politique? Ah non, vous avez raison. Allez, à tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. On vous souhaite la bienvenue, c'est les vraies voix jusqu'à 19h avec Philippe David. On avait envie de faire aujourd'hui un petit bout de chemin avec Philippe Bilger, Françoise Degois, Sébastien Ménard, entrepreneur dans la food tech. Je ne sais pas si on a eu raison, en tout cas ça avec démarre. Françoise Degois, c'est un petit bout de chemin de Damas. Seulement un petit bout. J'espère que vous aurez une illumination à la fin, parce que franchement, depuis le temps qu'on la cherche... Et encore Damas, vous êtes gentil. Une révélation, je vous donne pas mon manteau, ça je vous le dis tout de suite, mais j'espère vraiment que vous serez touché par la grâce divine. On voit la générosité de la femme de gauche. Peut-être que c'est aujourd'hui. Non, mais elle ne vous donne pas son manteau parce que c'est pas sa taille, c'est tout, sinon elle vous l'aurait donné. Allez, on vous souhaite la bienvenue, 0826 300 300, ce numéro est le vôtre. Dans un instant, les 3 mots dans l'actu, c'est avec Lucien Gasparac. Bonsoir Lucien. Bonsoir. On parle de quoi avec vous? Emmanuel Macron qui s'est exprimé lors de la conférence humanitaire à Paris, la Commission européenne qui recommande l'ouverture des négociations d'adhésion à l'Union européenne avec l'Ukraine et la Moldavie, et le chanteur Slimane qui défendra les couleurs de la France lors de l'Eurovision 2024, soit 3 mots, humanitaire, Ukraine et Slimane. Et on en parle dans un instant. Tout de suite, le réquisitoire du procureur. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur. Philippe Bilger. Et c'est un réquisitoire musical, Philippe Bilger, puisque l'ancien virtuose Pierre Barbizet conseillait à son élève Hélène Grimaud « Il ne faut pas être la meilleure mais unique », un conseil que vous donneriez à certains politiques. En fait, j'avais lu il y a quelques jours un entretien très passionnant, en effet, avec cette pianiste totalement atypique, Hélène Grimaud, qui non seulement joue merveilleusement bien du piano, mais sait penser et parler. Et elle avait rappelé ce conseil de Pierre Barbizet qui lui disait « Le tout n'est pas d'être la meilleure, mais d'être unique ». C'est ce que nous sommes ici aux vraies voix, j'entends bien. Mais je dépasserai le champ capital de notre émission. Et je me suis demandé en politique qui aujourd'hui pourrait se dire unique. Et j'en étais arrivé à la conclusion, même sans considérer que le caractère unique est forcément une supériorité, que les êtres qu'on pourrait qualifier d'uniques aujourd'hui sont pas ceux qui sont les plus équilibrés. Je pensais, par exemple, qu'on l'aime ou pas, Emmanuel Macron, d'une certaine manière, il est unique. Bien sûr. De la même manière que Jean-Luc Mélenchon, on peut ne pas l'aimer, avant il l'était. Et donc, pourquoi y a-t-il une fatalité qui fait que, pour être unique dans le monde politique, il faut, pour aller vite, avoir un mauvais caractère, être relativement déséquilibré. Alors que regardez, nous, durant les 2 heures, c'est quelque chose d'harmonieux qui va être développé. Vous êtes sûr? Surtout si nous parlons de certains sujets avec Françoise. Françoise Degois. Pas d'autres. Oui, après le caractère unique, c'est la capacité ou pas. Ça rejoint ce que disait Pierre Barbizet. C'est Confucius dit, ça signifie ouvrir son propre chemin et réussir ce que soit seul on peut réussir. Donc, et il faut du courage pour être unique. La caractéristique finalement des gens que vous venez de citer, c'est que il y a une estime de soi-même et une croyance en le fait qu'on ait son propre royaume qui les qualifie. C'est ce que pense Emmanuel Macron de lui-même, et là-dessus je ne lui fais pas ce procès. Je suis mon propre royaume et j'avance à ma manière. C'est ce qui caractérise Jean-Luc Mélenchon, c'est ce qui a caractérisé Ségolène Royal. Après, la difficulté, c'est de résister au vent tourbillonnant contraire qu'ouvre un chemin unique. Mais voilà, ils sont uniques et c'est pas pour ça qu'on les aime forcément non plus. Mais moi, pour compléter ce que vous nous proposez, Philippe, je pense qu'aujourd'hui, on a plus ces profils-là aujourd'hui dans l'économie. On voit notamment des tas d'entrepreneurs qui ont des profils uniques, qui sont des bâtisseurs, des visionnaires, etc.
On en a certains aux États-Unis, on en a certains en France, mais ce sont effectivement des profils qui vont, de mon point de vue modeste, faire de plus en plus défaut à la classe politique française, pour plein de raisons, parce que la politique c'est de plus en plus violent, de plus en plus injuste, de moins en moins gratifiant, pour pas dire de plus en plus ingrat. Moi, je crois pas du tout à la fin de la politique française. Mais je crois pas du tout à la sécurité. Stop tout de suite. Les 3 mots dans l'actu, c'est Lucien Gasparac. La vraie voix Sud Radio. Bonsoir Lucien, 3 mots qui sont conférence humanitaire, Ukraine et Slimane. Œuvrer à un cessez-le-feu, c'est ce qu'a déclaré Emmanuel Macron lors d'une conférence humanitaire à Paris pour tenter de débloquer l'aide vers Gaza, où Israël mène une offensive contre le Hamas depuis l'attaque perpétrée du 7 octobre, sans grand espoir d'avancer en l'absence du gouvernement israélien et de hauts dirigeants des pays arabes. La décision était attendue, la Commission européenne recommande l'ouverture de négociations d'adhésion à l'Union européenne avec l'Ukraine et la Moldavie et l'octroi de statut de candidat à la Géorgie, a annoncé mercredi la présidente de l'exécutif Ursula von der Leyen. Et le chanteur Slimane défendra les couleurs de la France lors de l'Eurovision 2024 avec une chanson inédite intitulée Mon amour. Les vraies voix Sud Radio. À l'initiative d'Emmanuel Macron, une conférence humanitaire sur la situation à Gaza a eu lieu ce jeudi. Elle se tient dans le cadre du Forum de Paris sur la paix. Et l'objectif principal de cette conférence, c'est évidemment de faciliter le soutien pour les Gazaouis. Le chef de l'État qui n'a pas hésité à employer des mots forts, on l'écoute. La situation est grave et se dégrade chaque jour davantage. Dans l'immédiat, c'est à la protection des civils qu'il nous faut travailler. Il faut pour cela une pause humanitaire très rapide. Et il nous faut œuvrer à un cessez-le-feu. L'emploi du terme cessez-le-feu n'est pas anodin, alors que Paris réclamait jusqu'alors une trêve humanitaire. La France qui porte désormais son aide pour les Palestiniens de 20 à 100 millions d'euros pour 2023. Toutefois, l'absence du gouvernement israélien et des hauts dirigeants des pays arabes amaigrissent les espoirs d'avancées concrètes, malgré la présence du Premier ministre palestinien Mohamed Shtayyeh et d'une délégation ministérielle égyptienne. Ouais, c'est la première fois en effet qu'il parle de cessez-le-feu. Oui, après il le fait parce qu'il faut le faire, mais de toute façon tout est dans les mains des Israéliens et on a bien compris que les Israéliens ne s'arrêteraient pas tant qu'ils n'auraient pas considéré qu'ils ont porté des coups quasiment fataux, un coup fatal en tout cas au Hamas. Donc, mais il a raison de le faire. Il y a un petit bouger, mais ce bouger, voilà, et n'a pas trop de sens en réalité. Sébastien. Ça me fait pas plaisir de dire que Françoise de Gois a parfaitement raison, mais son analyse est juste. C'est qu'en fait que Emmanuel Macron, que je peux soutenir par ailleurs, ne peut pas faire autre chose, ne dire autre chose. Voilà, le cordon humanitaire ne suffit pas. Il faut effectivement un cessez-le-feu, mais les cartes sont aujourd'hui entre les mains exclusives, je dirais, des faucons israéliens, qui doivent répondre, je dirais, au traumatisme du peuple israélien et, je dirais, à toute la communauté juive internationale, qui, on le voit bien autour de nous. Enfin, moi, on ne me parle que de ça. Les gens sont traumatisés. Je peux dire quelque chose de gentil sur Emmanuel Macron ? C'est quand même rare. Je trouve qu'il ne s'en sort pas si mal dans cette crise. Voilà, je le redis, comme sur l'Ukraine, écoutez, il s'en sort pas si mal. Voilà. Ça tombe bien. C'est-à-dire qu'il sort jamais mal de ce qui ne le concerne pas directement. On y va, les amis. Deuxième mot, l'Ukraine. La Commission européenne recommande l'ouverture de négociations d'adhésion à l'Union européenne avec l'Ukraine. Oui, l'Ukraine en guerre et la Moldavie ont franchi une nouvelle étape vers leur éventuelle entrée dans l'Union européenne. En effet, la Commission européenne a donné son feu vert à l'ouverture de négociations d'adhésion pour ces deux pays. Ursula von der Leyen a parlé d'un jour historique. On l'écoute. 10 ans plus tard, aujourd'hui est un jour historique, car la Commission recommande au Conseil d'ouvrir des négociations avec l'Ukraine et la Moldavie. À noter également que Ursula von der Leyen a annoncé que la Commission recommandait d'attribuer à la Géorgie le statut de candidat d'adhésion pour l'Union européenne. Troisième mot, Slimane. Oui, Slimane, la France jouera la carte de l'émotion à l'Eurovision 2024. On l'écoute. Allez, reviens à Paris. Oh, c'est bien. Fais-le pour nous, je t'en supplie. Je le promets, j'ai compris. Slimane a présenté ce mercredi aux 20h de France 2 Mon amour, la chanson avec laquelle il défendra les chances tricolores à Malmö en Suède, en mai prochain. Slimane qui succède à la chanteuse Lazara, arrivée 16e au concours de l'année dernière. Slimane qui aura l'occasion de rentrer dans l'histoire puisque ça fait 47 ans qu'on n'a pas gagné l'Eurovision. C'était en 1977 avec Marie-Myriam Loiseau et l'enfant. Le titre est beau. Oui. Oh, moi j'adore ce chanteur. En plus, il est charmant, il a une belle voix. J'aime beaucoup ce petit Slimane, non? Oui, mais moi je pense
autant de mal des jurés de l'Eurovision que des arbitres de rugby. Alors, c'est bon. On a peut-être une chance de l'emporter, c'est pas du rugby. Merci beaucoup, Lucien Gasparek. Vous restez avec nous. 6 millions de Soudanais déplacés à cause de la guerre au Darfour. 90 000 réfugiés arméniens obligés de fuir la région du Haut-Karabakh. 400 000 morts au Yémen depuis le début du conflit en 2014. On vous pose cette question, pouvons-nous faire face à la terreur islamiste? Pour l'instant, vous nous dites oui à 70%. On va en parler dans quelques instants avec Alain Rodier, directeur de recherche au sein du Centre français de recherche sur le renseignement. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Si la communauté finalement internationale reste sourde face à ces tragédies, est-ce que c'est parce que finalement on est totalement impuissant? Oui, tout à fait. Nous n'avons absolument pas les moyens politiques, humanitaires ou militaires pour intervenir sur ces différents théâtres d'opération qui existent à l'heure actuelle. Donc il y a des moments, il faut savoir effectivement rester extrêmement discret parce que nous n'avons aucun moyen d'intervenir. On en parle dans quelques instants. 0826 300 300, vous les commentez, vous êtes les bienvenus. On est ensemble jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. C'est le retour des vraies voix après cette petite pause avec nos amis qu'on aime beaucoup, nos vraies voix du jour. Philippe Bilger, comme d'habitude, président de l'Institut de la Parole. Ça va, Philippe Bilger? Ça va très bien. Les sujets vous plaisent? Mais les sujets, celui qui vient me permettra d'exposer ma grande ignorance. Voilà, très bien. Françoise Degois, éditorialiste Sud Radio. Oui, alors vous avez dit une phrase en prolégomène là, en introduction sur les gens qu'on aime, etc. Ouais. On n'est pas obligé de tout globaliser non plus, vous voyez ce que je veux dire? Non, mais c'est bien clair. Il n'y a pas un amour global. Non, c'est bien clair dans ma tête, ne vous inquiétez pas. J'ai des compartiments, j'ouvre, je ferme en fonction des gens. Vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Bon, c'est bon, Sébastien je pars Ménard. au rebut. Non, jamais Pas de la du vie, tout, je vous adore, mon ne poussin. partez pas tout de suite, vous êtes sur la tranche. Ça peut tomber du bon côté. Sébastien Ménard est avec nous, entrepreneur dans la food tech. Merci en tout cas de nous écouter tous les jours, vous êtes de plus en plus nombreux. N'hésitez pas, j'en profite pour vous dire, écoutez-nous bien entendu sur notre chaîne YouTube aussi. Et n'oubliez pas, on est sur Instagram, sur TikTok, sur tous les réseaux. Vous ne pouvez pas nous louper. Allez, le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. 6 mois de guerre au Soudan sans que les civils ne puissent voir le bout du tunnel. Les rebelles houthis du Yémen, soutenus par l'Iran, ont lancé dans la nuit un missile balistique terrestre. Karabakh, après l'offensive militaire de l'Azerbaïdjan contre la communauté arménienne. Le chef du Hezbollah qui a donc déclaré ceci, la perspective d'une guerre totale. Les milices ont désormais le champ libre pour massacrer les civils. Pour les salafistes djihadistes, la terreur est un élément positif. C'est du terrorisme islamique, ce sont des crimes de guerre, peut-être même des crimes contre l'humanité. Et alors que le monde a les yeux tournés vers le conflit israélo-palestinien, et on comprend, et russo-ukrainien, une escalade de violence se poursuit dans l'indifférence au Soudan, en Arménie, au Yémen. Depuis début novembre, les combats s'intensifient au Darfour. On dénombre de 800 personnes qui auraient été assassinées dans l'ouest du pays par la milice djihadiste. Et justement, comment expliquez-vous qu'il n'y ait aucune manifestation pour le Darfour, pour le Yémen, pour les Arméniens du Karabakh, alors que quand Israël se défend suite à une attaque, il y a des manifestations de masse? Pourquoi ce deux poids, deux mesures? Trouvez-vous normal que de telles catastrophes humanitaires soient passées sous silence? Pouvons-nous faire face à la terreur islamiste? Vous dites oui à 75%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Et notre invité pour en parler, Alain Rodier, est avec nous, directeur de recherche au sein du Centre français de recherche sur le renseignement, et chargé de suivre le terrorisme d'origine islamique et la criminalité organisée. Bonjour, merci d'être avec nous en direct sur Sud Radio. Philippe Bilger, forcément le Darfour, tous ces conflits ont l'air très éloignés, et pourtant ils devraient forcément créer quelque chose chez nous. Ils devraient, mais je suis probablement l'un des Français nombreux, me semble-t-il, qui parfois s'intéressent à la politique étrangère, mais considèrent que certains conflits lui sont encore plus étrangers que d'autres. Et pardon pour la double banalité que notre invité voudra bien considérer comme une question. D'abord, évidemment, ces territoires et ces moments sont très éloignés, me semble-t-il, de notre culture géographique
géographique et politique. Enfin, pour quelqu'un qui, comme moi, n'a pas été journaliste sur le plan international. Et seconde banalité, ces conflits, ces tragédies devraient nous mobiliser, nous indigner, mais elles n'ont pas, me semble-t-il, directement de répercussions sur nos vies nationales. Et j'attends avec impatience le point de vue d'Alain Rodier. Françoise Degois. Oui, alors il est vrai que c'est aussi une faute médiatique. Il est vrai aussi que nous ne parlons quasiment jamais du Yémen et du Soudan. À l'exception des vraies voix, je tiens à dire que dans cette équipe, moi, ça me passionne, ces conflits internationaux au sens de leur compréhension. Eh bien, aux vraies voix, chaque fois que j'ai proposé des sujets internationaux, eh bien, on m'a toujours dit oui. Et ici, on a parlé du Yémen. Ici, on a parlé des 500 000 personnes qui meurent depuis cette guerre qui dure depuis 10 ans, qui oppose les sunnites aux chiites, en gros, l'Arabie saoudite à l'Iran. On a parlé du Darfour, on a parlé du Soudan, voilà. Ensuite, pourquoi il n'y a pas de manifestation du Karabakh. Pourquoi il n'y a pas de manifestation? Bien sûr, parce que la cause palestinienne, elle est autre chose qu'une cause du monde arabe. D'abord, elle met en scène Israël, et puis pour une partie du monde arabe, voilà. Vous relisez l'histoire de l'antisémitisme, une partie du monde arabe déteste les Juifs depuis toujours, depuis que les nations arabes existent, c'est-à-dire bien avant que la naissance de l'islam. Donc, il y a quelque chose qui est réel, mais c'est vrai que c'est tout à fait désolant qu'on ne puisse pas, par exemple, manifester quand tout l'Occident... je n'ai pas entendu les amis pro-palestiniens faire des manifestations quand tout l'Occident a bombardé Mossoul. On a détruit Mossoul pour mettre fin à l'État islamique, et on a réussi. À la question, est-ce qu'on peut venir à bout de l'État islamique? Ma réponse est oui, bien sûr. De la terreur islamiste. Oui, je pense que oui, on a réussi à venir à bout de Daesh. Bien sûr qu'il se reconstituera, mais on est venu à bout de Daesh. Sébastien Ménard. Moi, je vais répondre à Philippe Bilger. Je ne suis pas d'accord avec vous, Philippe, même si je suis souvent d'accord avec vous. Évidemment, c'est loin des yeux. Évidemment, ça peut être culturellement, politiquement aussi loin du cœur. Mais ça a des conséquences sur notre quotidienneté. Cette terreur qui, quelque part, s'installe un peu partout dans le monde, cet obscurantisme qui gagne du terrain, évidemment, ça fait des victimes sur place. Mais ça déplace aussi des devenirs, ça déplace des familles, ça les déchire, et ça a des conséquences très concrètes sur notre quotidienneté, parce que ça vient alimenter toutes ces marchands de fausses promesses, de candidats, je dirais, qui viennent drafter, qui viennent recruter des candidats à l'exil, en passant par la Méditerranée. Vous avez des Soudanais qui aujourd'hui traversent la Méditerranée et qui meurent dans le cadre des différentes tentatives qui sont les leurs, puisqu'évidemment, certains réussissent, tant mieux pour eux, et d'autres, pour la plupart, périssent. Donc ça a des conséquences. Donc moi, je suis de ceux qui, comme Françoise, constatent que quand on veut, on peut, en fait. Après, évidemment, comme le disait... très cher en vie humaine. Voilà, ça coûte très cher, ça coûte très cher tout court. Alors évidemment, on doit choisir ses batailles, on doit choisir ses combats, mais face à la terreur, face à l'obscurantisme, je pense que notre camp devrait être celui de l'intervention internationale. Personne n'a rien dit, je le redis, mais notre ami le confirmera, quand on a bombardé Raqqa et Mossoul, c'est des dizaines de milliers de victimes. Civiles, tout à fait. Et civiles. Personne n'a rien dit, parce que l'objectif, c'était de détruire Daesh. Interrogez-vous pourquoi, à un moment donné, quand Israël bombarde Gaza, parce que l'objectif c'est d'en finir avec le Hamas, il y a cette récrimination. Moi, je pense qu'il faut qu'il y ait une récrimination, mais il aurait fallu l'avoir aussi pour Mossoul et Raqqa. Voilà. Alain Rodier, comment expliquez-vous, je rappelle que vous êtes directeur de recherche au sein du Centre français de recherche sur le renseignement, comment expliquez-vous ce 2 poids 2 mesures? Bon, d'abord, il faut relativiser donc la puissance de l'Occident, entre guillemets, et on pourrait mettre l'Europe un petit peu, je dirais, à part, parce qu'il y a une puissance de l'Occident, c'est les États-Unis. Quand les États-Unis décident de s'engager, par exemple à l'heure actuelle dans le conflit entre Israël et le Hamas, ils sont capables de déployer 2 porte-avions avec tous les groupes qui vont autour, de façon à dissuader l'Iran de lancer une offensive via le Hezbollah contre Israël. Et je rappelle que le Hezbollah, c'est 10 fois la puissance de feu du Hamas. Donc il dissuade l'Iran
de rentrer dans la boucle. L'Europe ne dissuade personne, que ce soit sur le plan politique, militaire et humanitaire. L'Europe, il faut nous remettre à la place où on est. On est une puissance économique, ça c'est vrai, mais nous n'avons aucune aura maintenant vers tout ce monde du Proche et Moyen-Orient qui franchement nous considère au niveau où on est, c'est-à-dire des incapables. Je mets juste un bémol. La France a quand même une petite spécificité, c'est sa capacité à parler avec plusieurs dirigeants arabes. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui reste. Je vous accorde le fait que nous n'avons quasiment plus de levier, en tout cas, parce que nous nous sommes départis nous-mêmes de nos leviers. Là où je mets vraiment un bémol sur l'Europe, les incapables, la réalité, c'est que si la France n'intervient pas au Mali en 2014, eh bien, Bamako tombe aux mains des islamistes en 2013. Donc, vous ne pouvez pas dire, vous avez le droit de le dire, hein, mais il faut quand même être correct. Je ne parle pas du Proche-Orient, là, je dis la capacité d'intervention de la France, en tout cas au Mali, c'est pas les Américains, c'est la France, voilà. Vous êtes d'accord là-dessus ? Je suis pas d'accord avec vous. Si jamais les Américains n'avaient pas été derrière nous dans cette affaire, on n'aurait pas été capable de faire cette opération. On n'est pas d'accord, on va pas polémiquer là-dessus. Laissez-le parler, Françoise. Oui. Alain Rodier, est-ce que cette faiblesse de l'Europe que vous évoquez et qui est discutée, est-ce qu'elle vient de quoi ? D'un manque de volonté politique, d'un manque de moyens, du fait qu'on accepte finalement notre faiblesse lorsqu'il s'agirait de venir au secours de pays ou territoires en danger ? Alain Rodier. Non mais vous avez tout à fait raison, c'est un manque de puissance politique, mais de puissance militaire. Et les Américains essayent toujours d'expliquer que nous ne consacrons pas assez de moyens à la défense, ce qui est tout à fait compréhensible. Et donc, oui, comme disait un intervenant précédent, oui, voilà, oui, on parle beaucoup, l'Europe parle beaucoup, mais elle parle beaucoup, mais elle fait rien, elle ne peut rien faire. Et elle donne de l'argent, voilà, ça c'est sûr. Et j'en suis sur la réunion d'aujourd'hui, puisqu'il faut être un petit peu réaliste, mais c'est de l'enfumage. Tout ça, on parle à tout le monde. Et puis, je ne voudrais pas revenir sur des situations qui sont un petit peu difficiles pour nous, parce que je rappelle, par exemple, avec le Liban, on avait promis qu'on allait les sanctionner, les gros vilains. Ça c'est Emmanuel Macron, le ratage total de sa tournée, bien sûr, mais parce que lui-même ne sait même pas que l'Orient est compliqué. Sébastien Ménard. Voilà, exactement. Donc on parle beaucoup, on donne des leçons à tout le monde. Il faudrait arrêter. Il faudrait arrêter de donner des leçons à l'ensemble de la planète, parce que soyons francs, qui on est pour donner des leçons. Alors, moi, je préfère assumer le fait de donner des leçons plutôt que de les prendre par le djihad islamique international. Vous voyez ce que je veux dire ? Et quand on dit qu'aujourd'hui, on n'est pas en capacité, c'est vrai, on n'est pas en capacité d'intervenir partout, mais on est quand même un grand pays. Françoise Degois, quand on discute en aparté, me dit souvent que le président de la République française fait partie des chefs d'État qui, dans le monde, ont le plus de pouvoir. On a le pouvoir aujourd'hui. Oui, pas Macron, bien sûr, on a le pouvoir, bien sûr. On a le pouvoir tout à fait aujourd'hui, dans le cadre des lois de programmation militaire, d'augmenter des crédits. On a une industrie de l'armement en France qui est tout à fait capable. Elle fournit, puisqu'elle fournit des avions, elle fournit des chars d'assaut, elle fournit des armes extrêmement puissantes, extrêmement modernes. On fabrique plus une cartouche de fusil d'assaut. C'est un autre sujet. Mais aujourd'hui, on est totalement en capacité, si on le souhaite, si on le veut, si on le vote, si on le budgétise, si on le finance. Et donc, si on fait les choses, on est tout à fait en capacité de retrouver, je dirais, un champ d'action bien supérieur à ce à quoi on a été habitué depuis un certain nombre d'années. Allez, direction le standard 0826 300 300 avec Daniel de Castres. Bonsoir Daniel. Bonsoir Daniel. Daniel, vous nous entendez ? Allô ? Oui, allô, excusez-moi. Oui. Daniel, on vous entend. Oui. Daniel. Oui, j'espère qu'on viendra à bout de ça, parce que ça fait un petit peu peur, quoi.
Et vous pensez que l'augmentation des budgets militaires, ce que disait Alain Rodier, parce qu'Alain Rodier a dit une chose juste, les Américains ont envoyé 2 porte-avions, c'est-à-dire le double de la marine française. Ils en ont 11 en tout. Est-ce que quelque part, aujourd'hui, on nous avait dit que les dividendes de la paix, c'était Fabius qui avait dit ça, qu'on pouvait défendre les budgets militaires. Mais à l'époque, c'était vrai. Oui, mais ça sert à rien. À 20 ans d'avance. Mais ça sert à rien de. Que je termine quand même. Est-ce que quelque part, ça n'incite pas quand même à augmenter le budget militaire, ce qu'a fait Macron, mais qui est quand même insuffisant, comme notre armée est à l'os depuis 30 ans. Sinon, Alain Rodier. Pardon. Alain Rodier. Oui, quelle est la question là Oui, Alain Rodier, je posais la question. Vous avez dit les Américains ont envoyé 2 porte-avions, c'est le double de la marine française. Est-ce que quelque part aujourd'hui on ne paye pas la faiblesse d'intervention, le fait qu'on ait fait des économies, que la variable d'ajustement du budget de l'État a été le budget de la défense? Oui, vous avez tout à fait raison, mais il faut rester aussi au niveau où nous sommes, c'est-à-dire nous sommes un pays tout de même, je dirais, très moyen, et donc nous n'avons pas de possibilité d'augmenter les budgets d'une telle façon. Et en plus, après les budgets, il faudrait avoir les hommes, et ça, à l'heure actuelle, c'est un autre problème, parce que déjà, quand on voit qu'on a du mal à recruter dans l'armée française à l'heure actuelle, je vois pas comment on augmenterait les effectifs dans les années à venir d'une façon substantielle. Ouais. Il y a un problème, Françoise, il y a un problème de cohésion peut-être. Jackie Bordage nous dit, quand on voit la débandade politique juste pour marcher contre l'antisémitisme, on serait tenté de ne plus y croire justement face à l'islamisme. Moi, peut-être, mais la réalité, c'est qu'il y a quelque chose d'abord qui est très résilient dans ce pays. Moi, je ne crois pas du tout aux guerres de civilisation qu'on nous vend de façon parce qu'on parle beaucoup du clientélisme électoral de Jean-Luc Mélenchon, mais celui de l'extrême droite et de la droite la plus dure et pas mieux. Moi, je ne crois pas au choc des civilisations, pas plus que je ne crois à la guerre civile. Je pense que ce pays est extrêmement résilient et il sait très bien séparer le bon grain de l'ivraie. Sur la question militaire, je suis d'accord avec ce que vous avez dit. On peut pas juger à travers les événements d'aujourd'hui les décisions prises il y a 20 ans, parce qu'il y a 20 ans, on était là-dessus et on était aussi dans la dénucléarisation. Je me souviens de Barack Obama, mais pas simplement, le gouvernement. C'était ça le mood. On ne pensait pas que la Russie rentrerait en guerre contre l'Ukraine. Personne n'a rien vu. Mais je veux dire par là que c'est pas la peine de fustiger en permanence la France. La France, elle a la plus grande armée de projection en Europe. La France, elle a l'arme, mais elle a l'arme nucléaire et elle possède un siège au Conseil de sécurité qui ne veut peut-être plus dire grand-chose, mais je pense que nous pouvons. Là où le travail n'est pas fait, c'est sur la qualité de notre réseau diplomatique, que finalement on ne fait pas travailler parce que le président de la République, tous les présidents veulent absolument garder la puissance de la politique étrangère. C'est la chasse gardée. Mais la réalité, c'est que nous pourrions faire mieux sur la diplomatie. Est-ce que vous m'accordez ça ou pas? Alain Rodier. Oui, tout à fait. Et je suis tout à fait d'accord avec vous sur un point. La France brille encore grâce à sa force de dissuasion. Et il faut poursuivre cet effort parce qu'on s'aperçoit que c'est tout de même indispensable, même si c'est pas parfait, parce que on l'a bien vu au Mali, c'est pas la force de dissuasion qui a dissuadé nos adversaires. Mais cela dit, ça permet à la France de garder son rang au niveau de l'ONU et en particulier du Conseil de sécurité. Donc il faut poursuivre cet effort. Je suis tout à fait d'accord avec ce point-là. Et je suis aussi d'accord avec vous, c'est pas une guerre de civilisation, parce que vous avez cité plusieurs cas, le Yémen, le Soudan, etc. Ce sont des guerres qui ne sont pas des guerres religieuses. Ce sont des guerres entre, je dirais, quelquefois des tribus, des ethnies, des trafiquants, bien sûr, Oui, mais je prends le Yémen, les Houthis, ils sont proches des chiites, mais c'est mélangé un peu avec tout de même les sunnites, et donc ça n'a strictement rien à voir avec la guerre, une guerre religieuse. Donc là, je vous rejoins aussi.
il faut voir que dans le monde musulman, c'est extrêmement compliqué parce qu'il y a donc les chiites iraniens et les sunnites qui sont représentés par l'Arabie Saoudite. Donc il y a un conflit interne au monde musulman, beaucoup plus complexe que j'ai pas le temps de développer. Oui. Malheureusement, on est en retard. C'est pas un conflit de civilisation entre les croisés et les musulmans. C'est pas ça du tout. Merci beaucoup Alain Rodier d'avoir été avec nous, de nous avoir éclairé, directeur de recherche au sein du Centre français de recherche sur le renseignement et chargé de suivre le terrorisme d'origine islamique et la criminalité organisée. En tout cas, la France est très bien placée sur un point, je vous le dis, c'est sur le qui c'est qui l'a dit. Alors ça, je peux vous assurer que là c'est une force de dissuasion massive. On est super bon. Quittez pas, bougez pas, on revient dans un instant, les vraies voix Sud Radio. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Oui. Toujours imiter, jamais égaler les vraies voix de Sud Radio, bien entendu. Et ça avec Philippe David. Et ça quoi? Et c'est ça. Voilà. Non, je tiens. C'est intéressant ce que vous venez de dire. Non, je dis simplement qu'il y a une suspicion de triche. Je dis que Philippe David a laissé les questions sous les yeux de Sébastien Ménard. Et je dis que déjà, j'annule la session de ce jeu, sauf si je gagne. La mauvaise foi. La mauvaise foi. Franchement, je n'ai toujours pas. Que Philippe peut faire ça. Je n'ai pas ouvert ce jeu, déjà vous trichez. Allez tout de suite, le qui c'est qui l'a dit. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. C'est quand même dingue. Avec Daniel de Castres. Ça va Daniel? Ça va Daniel? Ouais, ça va bien. Il faut répondre en premier. C'est vous qui répondez en premier. On va essayer. Mais oui, si vous n'avez pas la bonne réponse, c'est forcément les vraies voix qui répondent. Écoutez bien, qui c'est qui l'a dit? J'ai l'impression qu'encore et toujours, le problème, c'est le mot juif. Ce n'est pas un homme politique. Non. C'est le mot juif. Jean Bochat, je sais pas. Alors, on va vous aider, c'est un acteur et comédien. C'est comment il s'appelle? C'est Toretton. Bonne réponse de Philippe Bilger. Philippe. Il a été plus fort que moi. Toretton, comédien sociétaire de la Comédie française et de la Comédie française. Ça a aidé. Un point pour César du meilleur acteur en 1997. C'est important de le dire. Grand interprète de Molière, si mes souvenirs sont exacts. Qui c'est qui l'a dit? Les propos tenus par Jean-Marie Le Pen ont été condamnés car ils étaient condamnables. Daniel. C'est pas Véran. Non. Bardella. Jean-Philippe Tanguy. Oui, bonne réponse. Jean-Philippe Tanguy, bonne réponse. Non, c'est moi qui suis mauvaise. Ça fait 2 fois que je vais battre. C'est une catastrophe. Non, Daniel, ne vous inquiétez pas. Qui c'est qui l'a dit au sujet de la guerre Israël-Hamas? À l'heure actuelle, le grand gagnant de l'histoire, c'est l'Iran. Alors on peut dire qu'il c'était un ancien ministre des Affaires étrangères. Dominique de Villepin. Non. Jean-Yves Le Drian. Bonne réponse de Sébastien. Il est fort. Sébastien. Bah oui, il avait les questions, forcément. C'est pas vrai. Non, il n'a pas vu les questions. Qui c'est qui l'a dit au sujet du Hamas qualifié de mouvement de résistance par LFI? Ismaïl Haniyeh n'est pas Jean Moulin, mais Klaus Barbie. Daniel. Non, je sais pas. C'est un maire. C'est un maire d'une très grande Estrosi. Christian Estrosi. Il l'a dit en premier. Oh là là, il est fort. Non, moi. Vous avez perdu. Moi, je suis complètement aux fraises. Je suis aux fraises, moi. Non, vous êtes au chocolat aujourd'hui. En fait, il n'y a plus de Daniel. C'est pas ça, c'est que je regarde plus du tout ça, en fait. Daniel, écoutez, c'est pour vous celle-ci. Allez, vas-y. Qui c'est qui l'a dit? Je suis convaincu que l'Ukraine va faire son entrée dans l'Union européenne. Alors, ce n'est pas un Français. Il est belge. Il est belge. Non. Daniel. Il était Premier ministre. Charles Michel. J'en ai au moins un point. Ancien Premier ministre et président du Conseil européen maintenant. Qui c'est qui l'a dit? Alors vous, là, ça vous concerne, Daniel, parce que Castres est une très grande ville pour ce sport. Si c'était à refaire, je reconduirais la même stratégie. Je sais. Pareil. C'est facile. On va le laisser. Fabien Galtier. Non, t'as pas le droit, tu l'en as rien. Non, vous m'avez fait ça la dernière fois. Il savait pas. Non, mais la dernière fois, vous m'avez enlevé J'ai gagné. J'ai gagné. J'ai dit Galtier. Non, on avait tous Galtier arrêté. Non, c'est 0. Ça suffit. Les amis, le mot de la fin, c'est le chamboule-tout. Écoutez bien, celui qui remporte cette voie remporte le jeu. Qui c'est qui l'a dit? Il n'y a pas de lutte véritable contre l'antisémitisme sans un réel universalisme. Qui a dit ça? Daniel. Non, je sais pas. Il a été plus rapide.
Bon bah c'est Sébastien Ménard qui a fait les chamboules tout. Désolé. Allez, bravo Daniel. Daniel, vous restez notre vraie voix, vous restez avec nous. Dans quelques instants, dans 10 minutes, les tours de table de l'actu des vraies voix avec Philippe Bilger. On parle de quoi? Une démographie qui chipote. Ok, très bien. Françoise de Goa. Olaf Scholz qui enlève la nationalité à tous les antisémites en Allemagne. Et Sébastien Ménard. Échec à Gérald Darmanin avec le soulèvement de la terre. On revient dans un instant. À tout de suite et bienvenue les vraies voix 0826 300 300. Vous êtes bien sur Sud Radio et tout va bien. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et royalement accompagné par Philippe Bilger, ça c'est un. Le deuxième, non, Françoise de Goa. Présidentiellement accompagné. Présidentiellement. Il n'est pas encore roi. Président, c'est déjà pas mal. Ça vous irait bien. Le roi, c'est moi. Oui. Toujours lié à la bouffe. Hein. Françoise de Goa aussi. Moi, je me vois bien en Fanfan la Tulipe. 17e. J'adore Fanfan la Tulipe. Mais Cécile, sans le savoir, bien sûr, François nous a appelé Fanfan la Tulipe. Fanfan la Tulipe, c'est moi. Excusez-moi, juste son orientation politique serait plutôt Fanfan la Rose. Hein. Non, mais Fanfan la Tulipe, parce que vraiment. Et puis un peu Robin des Bois. Enfin bon, tout ce que j'aime, quoi. On prend riche pour donner aux pauvres. Oui, c'est très flatteur. Je me fous de vos trônes, gardez-les. Les trucs de président, moi, Fanfan la Tulipe. Et Sébastien Ménard, le prince consort. Ah non, lui, non, pas du tout. Consort du placard. Oui, c'est ce que j'ai failli dire. Non, lui, c'est le conseiller, tu sais, c'est le Méphistophélès. C'est le petit, là, qui est au fond du couloir, qui attend que le patron passe pour lui souffler à l'oreille le dernier conseil, tu vois. C'est ça. Il aime bien. Vous pensez qu'il est tordu et fourbe? Ah, lui, vraiment, lui. Ce que vous n'êtes pas vous, parce que c'est une blague, mais le concernant, d'ailleurs, c'est pour ça que je l'accuse jamais, parce que c'est vrai. Allez, tout de suite, le top clic. Les vraies voix Sud Radio, c'est le top clic. Avec Lucien Gasparac. Merci d'être avec nous, Lucien. Et une naturalisation qui a fait parler et qui, bref, qui a fait beaucoup de place sur les réseaux sociaux. Pardon, je suis en train de rire des bêtises de Françoise de Goa. Je comprends. Ça va être de la faute. Vous êtes comme Mélenchon, c'est toujours à cause des autres, en fait. Absolument, c'est de la vôtre. D'où est votre faute aujourd'hui? Cécile Mélenchon. Cécile de Mélenchon. Ça va être bien ce que va dire Lucien. On a hâte. Vivement demain, on saura. Le top clic va changer. Alors oui, c'est peu de le dire puisque cette naturalisation, c'est celle d'Emmanuel Méafou. Alors qui est Emmanuel Méafou? C'est le deuxième ligne du Stade Toulousain, 2,3 m, 145 kg et d'origine australienne. Et donc ce matin, séquence émotion à la préfecture de Haute-Garonne à Toulouse puisque il y avait la remise de nationalité française à 80 personnes venues de 36 pays différents. Et un homme a forcément retenu l'attention par sa carrière, mais aussi par sa carrière, c'est Emmanuel Méafou qui recevait lui aussi ses papiers de naturalisation. Et le deuxième ligne des champions de France a ainsi pu chanter sa toute première Marseillaise, l'hymne national qui, vous allez l'entendre, il le connaît déjà très bien puisque voilà, il est pressenti pour intégrer le 15 de France de Fabien Galtier et il a réagi au micro Sud Radio de Christine Bouillot. Ça me touche beaucoup au fond du cœur d'être finalement offensé et je suis très fier. Voilà. Cette première Marseillaise? Oui, là j'entraîne à la maison un peu et quand le bleu, quand il joue, j'essayais de chanter ce chanson, mais il y a des émotions. Ça fait 5 ans d'être en France, ça fait du meilleur 5 ans de ma vie et c'est un pays énorme, c'est un pays qui me donne la chance de jouer au top nouveau. Je suis très fier d'être français, mais vraiment je suis très fier d'être toulousain aussi. Magnifique. Il pourrait aller donner des cours de français à l'entraîneur du TFC qui parle qu'en espagnol. J'ai une question pour Philippe David. Oui. Super joueur. Et pour Philippe Bilger surtout d'ailleurs, vous vous réjouissez de cette naturalisation. Je suppose que vous êtes donc pour l'article 3, pour la naturalisation des métiers en tension. Non, parce que lui, il a des papiers. C'est toute la différence. Non, c'est une vraie question que je vous pose. Des métiers en tension. Parce que vous êtes en train de vous réjouir là qu'une baraque, une armoire à glace. Il apportera quelque chose. Ah oui, d'accord. Et les métiers en tension n'apportent rien à la France. Forcément. Oh là là, mais je suis en train de mesurer vraiment tout ce qui nous sépare, mon cher ami. Déjà, il y a une table et des chocolats. Une table et des chocolats. Il y a à peu près 3 mètres. Allez. Non, mais la mauvaise foi que vous avez tous les deux. Et après le rugby, moi je voudrais pousser un coup de gueule contre la décision de la Ligue nationale de football de n'infliger aucune sanction à l'OM suite au caillassage du bus de l'OM qui avait valu quand même 13 points de suture à l'entraîneur de Lyon, Fabio Grosso, et des blessures également à son adjoint. Furieux car ce n'est pas la première fois qu'un bus d'une équipe ou de supporters est caillassé à Marseille et que les
sanctions sont toujours aussi faibles, pour ne pas dire totalement inexistantes. Alors, la commission de discipline de LFP a déclaré, je cite, « C'est surréaliste. Les incidents qui se sont produits sur la voie publique ne sont pas susceptibles d'engager la responsabilité du club organisateur. En clair, circuler, il n'y a rien à voir. Que faut-il pour qu'enfin on prenne une sanction ? Qu'un joueur meurt tué par un pavé ? L'OL, outré par cette décision, a décidé de faire appel. Et Philippe Bilger, moi je suis outré de voir que les bus sont caillassés régulièrement à Marseille et c'est jamais de la faute à personne. » Oui, mais Philippe, au risque de vous choquer, il est normal qu'on s'interroge sur la responsabilité du club de Marseille. Est-ce qu'il aurait eu la possibilité d'éviter ce qui s'est passé au détriment de Grosjean ? Oui, mais si on ne sanctionne jamais, ça peut continuer à se passer, vous voyez. Mais écoute, Philippe, moi, pardon, monsieur le procureur, je vais être de votre avis. Au nom de quoi vous sanctionneriez, Philippe, des événements à l'extérieur ? C'était la sécurité publique. C'est la seule ville où ça se passe. Mais écoutez, c'est pas vrai. D'abord, c'est pas vrai. Il y a des années. À partir du moment où les incidents se passent à l'intérieur de votre stade et de votre espace, bien sûr que vous êtes responsable. Mais pourquoi imputer à un club des responsabilités individuelles ? En fait, ce qui m'énerve, je vous adore, mais vous vous asseyez en permanence sur le droit. Vous prenez des humeurs comme ça. Mais sérieusement, c'est à la ville, à la sécurité publique, à la préfecture de Marseille, d'assurer la sécurité aux alentours du stade. Alors pourquoi sont-ils incapables depuis le nombre de fois où les bus sont caillassés ? Mais ça, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est vous n'êtes pas content parce qu'on sanctionne pas l'OM. Mais heureusement qu'on sanctionne pas l'OM. Donc moi, je vais faire ça avec vous. Dans votre périphérie, il semblerait que vous ayez eu des mots agressifs avec votre voisin. Donc je vais vous sanctionner parce que d'un seul coup, la bagnole. Mais non, mais la bagnole se retrouve caillassée. La bagnole se retrouve caillassée et je vais dire d'office que c'est vous parce que je vous ai entendu vous engueuler avec le voisin. Sébastien Ménard. C'est débile, pardon. Ayant présidé un club de basket, sport professionnel, en tout cas beaucoup plus sage que ce qu'on peut connaître dans le foot. Non, ça se cogne pas, mais en tout cas, c'est sûr qu'on a, pardonnez-moi Françoise, on a des responsabilités dedans et on a des responsabilités autour. Voilà. Quand on est président, en tout cas pas dans ce périmètre-là. On a des responsabilités autour. Quand on regarde la manière dont on communique avec les associations de supporters, après il y a toujours des possibilités. Il y a des gens qui peuvent être tout sauf des supporters de l'Olympique de Marseille et qui sont finalement des jeunes cons qui décident de caillasser d'autres sportifs, d'autres supporters, etc. Mais c'est souvent un peu les mêmes. C'est souvent des supporters un peu énervés qui sont quand même, je dirais, affiliés au club qui reçoit, et donc pour le coup, désolé Françoise, c'est au club de monitorer tout ça. C'est au club de monitorer tout ça. Mais c'est pas au club, en tout cas, la loi ne dit pas au club que dans un rayon de 2 km, vous êtes responsable du caillassage. C'est pas possible. Vous me voyez ou pas ? Vous me voyez là ? Ah ouais, très bien, merci beaucoup. Fonfon est assez rebelle. Oui, les rebelles. Allez, vous n'êtes pas d'accord, procureur ? Coupez-lui son micro, s'il vous plaît, merci beaucoup. Dans le nord de la France, est de nouveau donc en alerte rouge crue et en vigilance orange inondation. On va en parler dans quelques instants. Faut-il décréter l'état de catastrophe naturelle ? François de Coster est avec nous, maire de Saint-Omer et vice-président de la région Hauts-de-France, sera avec nous dans quelques instants. En attendant, le tour de table de l'actu avec vous, Philippe Bilger, on va parler de quoi ? Une démographie qui chipote. Et avec vous, Françoise, de quoi ? Olaf Scholz qui durcit véritablement à l'égard des antisémites en Allemagne. Et avec vous, Sébastien Ménard ? Conseil d'État qui confirme la suspension de la dissolution demandée par Gérald Darmanin sur le soulèvement de la terre. On en parle dans un instant. On vous souhaite la bienvenue. Les vraies voix jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h. Philippe David, Cécile de Ménibus. Et comme vous nous écoutez tous les jours, pour vous remercier, on a décidé de vous faire une bonne émission. Oui. Je peux vous faire une remarque, Cécile ? Il y a quelques temps, j'ai qualifié Philippe Bilger de hooligan. Je mets dans le même panier Françoise Degois désormais. Bravo. Ah non, mais bravo. Oui, mais sauf que moi, c'est peut-être plus crédible. Parce que Philippe Bilger en hooligan, c'est ça qui est drôle. Vous le connaissez très mal. Un couple. Oui. Ils sont en couple. C'est bien ce que je pensais. Comment ça, je connaissais. Mais attendez, je comprends pas pourquoi vous dites que je le connais si mal. Vous êtes donc fiché haut. Fiché haut, ouais. Pourquoi vous dites que je le connais mal ? Parce que vous le connaissez en intimité ? Il est vraiment un hooligan ? En hooligan, dans l'intimité ? Oh là là, Philippe Bilger, il se bat avec des chatons. Attention. Ah oui, c'est ça. Attention, mais c'est pas n'importe qui. Depuis que je l'ai appelé mon non, mais c'est vrai que maintenant que vous me dites, je l'ai vu attaquer une châtaigne l'autre jour. C'était terrible. Et il a gagné. Il a gagné. Elle est tombée de peur. C'était un truc. Philippe Bilger est avec nous. Françoise Degaut est avec nous, bien entendu. Et Sébastien Ménard de la Food Tech. Et tout de suite, le tour de table de l'actu des vraies voix.
T'as regardé les actualités régionales? Tour à tour, finaux. On pourrait faire des choses. On discute jamais business à table. Je crois qu'on a vu le tour du sujet. Il me demande mon avis sur l'actualité, et je lui donne. Le tour de table de l'actualité. Et l'avis de Philippe Bilger sur l'actualité. Absolument, c'est sur la marche de dimanche. Est-ce que ça va ressembler pour vous à une grande marche civique, comme le souhaitent les présidents des deux assemblées, ou à un rassemblement politique? On aurait pu penser que l'intitulé de la manifestation de dimanche pour la République et contre l'antisémitisme aurait pu, même si je ne me faisais pas trop d'illusions, susciter un consensus dans l'indignation générale à la suite du 7 octobre et de tout ce qui se déroule à Gaza. Malheureusement, ça n'est pas le cas. Et je suis frappé de voir à quel point cette démocratie qui rêverait d'être exemplaire chipote sur des détails parfaitement indifférents. Lorsqu'on voit la manière dont, par exemple, certains acceptent ou n'acceptent pas de défiler avec le Rassemblement national. Il y a une phrase qui m'a beaucoup plu d'Olivier Marleix qui dit, autrement dit, on accepte de côtoyer assis le Rassemblement national aux rencontres de Saint-Denis, mais on ne voudra pas défiler avec lui debout dimanche prochain. On est complètement malade. Je veux dire, quel est le problème qui fait que on ne peut pas permettre à un parti qui a largement entamé sa dédiabolisation de continuer à défiler auprès de gens qui n'ont pas réellement de leçons à donner. Moi, ça me dépasse. Pardon de m'échauffer un peu là-dessus. Non, mais j'ai pas envie de recommencer ça, parce que j'ai l'impression que tous les jours on fait ce débat. Moi, je pense que vraiment la marche, je crois que ce sera une grande marche civique, et que contrairement à ce que espère peut-être Jean-Luc Mélenchon, d'ailleurs, pour ne citer que lui, eh bien, je pense qu'il va y avoir d'abord du monde, et que ça va être quelque chose qui va finir... qui va donner une très belle image en réalité. Voilà, le Front National défilera dans son coin, le carré de gauche défilera dans son coin, mais chacun dira de la même voix non à l'antisémitisme. Ce qui est terrible, c'est pas, moi je m'en fous du Front National, pas Front National, j'ai pas envie de défiler avec le Front National, ça m'intéresse pas. Mais c'est pas vraiment le sujet. Le sujet, c'est ce qui va manquer. La force principale, en tout cas en nombre de députés de la gauche, c'est ça, elle manquera. C'est ça le point noir sur le nez. La réalité, elle est là. Et cette réalité-là, elle est très douloureuse pour les gens de gauche, mais elle dit aussi, cette manifestation clarifie beaucoup de choses de mon point de vue. Sébastien Ménard. Ça clarifie aussi l'hypocrisie de l'ensemble des forces politiques françaises, parce que si, comme le suggère Philippe Bilger, si effectivement le Front National était ou devait être qualifié comme totalement infréquentable, pourquoi il participe aux élections françaises? Il participe de manière démocratique à des élections françaises. Ces députés sont aujourd'hui, et je n'ai pas voté pour eux, et je ne voterai pas pour eux, mais ils ont participé démocratiquement à des élections françaises. Ils représentent nos concitoyennes et nos concitoyens, ils ont tout à fait le droit de défiler, et moi je trouve que c'est particulièrement scandaleux que d'ailleurs la manifestation soit une manifestation de la société civile, et dans la société civile on peut avoir des politiques, on peut avoir des chefs d'entreprise, on peut avoir des artistes, on peut avoir des gens de toutes sortes. Moi je trouve simplement qu'on est en train de se perdre, que toutes les forces politiques, que tous les citoyens, quelle que soit leur confession, quelles que soient leurs orientations, quelles que soient leurs convictions profondes, intellectuelles, politiques, partisanes, religieuses, participent à ces grands rassemblements partout en France. C'est quelque chose de bien, c'est quelque chose de sain, et moi je me fous de savoir si Madame Braun-Pivet sera à côté de Madame Le Pen, etc. Ça sera pas le cas. Et d'ailleurs, c'est pas un problème de siéger à l'Assemblée, c'est pas pareil que de défiler ensemble contre l'antisémitisme, étant donné l'histoire du... On n'aura plus le temps. On n'aura plus le temps. Sébastien Ménard, vous vouliez revenir sur cette décision qui va dans le sens des soulèvements de la terre. Oui, en fait, on a vu, je rappelle à nos auditeurs, que de Sainte-Soline au contournement autoroutier de Rouen, en passant par la future ligne Lyon-Turin, on a effectivement un collectif de citoyens plutôt énervés, plutôt virulents, qui manifestent contre ces projets dits d'aménagement de territoire, de grandes infrastructures qui viennent inéluctablement bousculer, je dirais, nos consciences environnementales. Ça, c'est une chose plutôt positive. Je dirais qu'aujourd'hui, nos concitoyennes et nos concitoyens prennent en considération
considération la Terre, notre mère Terre, la planète et tout ce qu'on doit faire aujourd'hui pour préserver tout ça. Mais on peut pas le faire n'importe comment. On peut pas le faire en saccageant des biens publics. On ne peut pas le faire en prenant en otage des usagers, des populations. On ne peut pas le faire en bastonnant et en risquant la vie des forces de l'ordre. Donc effectivement, la décision de Gérald Darmanin qui est la décision de Gérald Darmanin, portée par Gérald Darmanin, mais qui est la décision du gouvernement de dissoudre ce mouvement qui est un mouvement de contestation, mais extrêmement violent et souvent infiltré par des luluberlus extrêmement dangereux qui n'ont d'ailleurs pour militantisme environnemental qu'un vague souvenir. C'est des gens qui sont là pour casser, c'est des gens qui sont là pour tout casser, et c'est des gens qui ne sont pas faits. Je vais aller au bout, Françoise, s'il vous plaît. Qui ne sont pas faits, qui ne sont pas faits, sinon je vais être encore plus long. Pour aider la cause environnementale. On peut défendre l'environnement, on peut avoir une conscience environnementale sans être un black box, sans être un vil gauchiste. On a aussi le droit d'être de droite, d'être de centre-droite, etc. et de défendre l'environnement. Donc effectivement, c'est un revers. Mais je vais aller au bout, Françoise de Gois, s'il vous plaît, sinon je ne vais pas vous laisser parler non plus. Oui, mais il a le droit, François. Oui, c'est vrai, je le taquine. Merci. Donc voilà, donc c'est un coup de gueule, parce qu'effectivement, on se fout de savoir si la décision de Darmanin quelque part, elle est contestée, elle est soutenue par le Conseil d'État. On se rend compte aujourd'hui que c'est finalement, encore une fois, le Conseil d'État qui va donner un permis de saccager et un permis de casser à celles et ceux qui, d'ailleurs, n'ont absolument pas envie de protéger l'environnement. Oui, alors, la grande tirade de Sébastien Ménard, on peut être du centre-droit et pour l'environnement. J'aimerais bien savoir où est-ce que vous êtes pour l'environnement. Moi, je pense que c'est bien fait pour Gérald Darmanin. On raconte pas n'importe quoi. Traiter les écologistes de soulèvement de la Terre. Je veux bien que vous dépeigniez les black blocs, il y en a quelques-uns, mais la réalité, c'est il y en a beaucoup plus qu'on ne le dit. Mais arrêtez, la réalité, ce sont des écologistes extrêmement engagés. Pas simplement quand vos amis, mais quand vos amis agriculteurs cassent les préfectures, déversent des tonnes de purin, vous dites quoi? Vous faites 1h30 là de leçons de morale. Je vais les soutenir. Mais voilà, vous allez les soutenir. C'est bien ça. Donc c'est exactement. Vous êtes incohérent politiquement et vous êtes incohérent dans votre raisonnement. Mais pas du tout. Vous êtes aligné sur rien du tout. Vous êtes aligné sur ce que vous croyez être l'opinion publique. Mon sentiment à moi, c'est que le combat écologiste, je le mènerai peut-être pas comme ça, mais le combat écologiste nécessite évidemment une forme de rapport de force, puisque la réalité, c'est que ça fait 40 ans que des gens comme vous disent, mais moi je suis vachement écologiste, il n'y a rien qui change. Je suis plus que vous faites. Mais bien sûr, oui. Donc l'immobilisme à la Sébastien Ménard, qui symbolise en fait la droite et la Macronie, et bien voilà, il faut qu'il soit bousculé, et c'est bien fait pour la tête. Philippe Bilger est en train de préparer son cocktail Molotov pour le rapport de force avec Françoise de Gois. C'est un hooligan, lui. Bah moi aussi, alors là... Non, mais c'est intéressant. Il faut bouger les choses. Merci Philippe, merci. Allez, restez avec nous dans quelques instants, Françoise de Gois. Vous allez revenir, Françoise, sur Olaf Scholz. Olaf Scholz qui décide et qui annonce qu'aucun antisémite ne sera naturalisé sur le sol allemand. On en parle dans un instant, on fait une petite pause. Merci de votre fidélité aux Vraies Voix, à tout de suite. Vraie Voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Après cette petite pause, on revient avec Philippe Bilger, Françoise de Gois, Sébastien Ménard. On s'est mis quelques nions avec Sébastien quelques nions, exactement. Des gnognos, un coup de chocolat. Mais c'est parce que j'ai gagné le. C'est qui l'a dit, c'est pour ça. Ouais, c'est parce que vous êtes bête. Vous savez qu'elle vous en veut, rien que pour ça, elle vous en veut. Bon, ça ne durera pas longtemps, ça ne durera que 10 ans. Pas du tout. Je suis tellement heureuse quand vraiment les gens qui sont vraiment très en dessous arrivent à s'élever un petit peu intellectuellement. Ça fait tellement plaisir. Elle est réaliste. Mon Dieu. Défends-toi, toi. Mon Dieu, c'est ça qui est bien dans cette émission, c'est qu'on peut dire n'importe quoi. Voilà, et voilà, bien sûr, parce que on rit de nous-mêmes. Allez tout de suite la suite du tour de l'actu des Vraies Voix avec une info importante, Françoise, puisque on part au Parlement de Berlin. Voilà, et il y a quand même quelque chose. Je ne sais pas si vous avez vu, mais vous êtes très au fait. Je ne sais pas si vous avez vu passer les papiers depuis quelque temps où la police allemande dit qu'elle est absolument submergée. En réalité, ce qui n'arrive jamais, parce que la police allemande a un mode de maintien de l'ordre qui est très efficace, en réalité qui n'a rien à voir avec le nôtre, qui est basé sur la négociation. Et bien là, elle dit, je ne peux plus. Nous ne pouvons plus gérer les manifestations pro-palestiniennes, c'est une chose, mais les manifestations avec l'expression du Hamas et du Hezbollah et de Daesh. L'autre jour, il y a quelques temps, 2-3 jours, dans une manifestation en Allemagne, eh bien, il y avait des drapeaux de Daesh. Oui. Et la police allemande, les Allemands sont horrifiés de par évidemment leur histoire, et la police
police allemande dit comment allons-nous réussir à maîtriser ça. Et Olaf Scholz, ça fait quelque chose qui est assez étonnant parce que quand on le regarde, on n'a pas l'impression que c'est un personnage tranché. On a l'impression de voir une espèce de mélange entre Pierre Moscovici et Gerhard Schröder, voilà, qui aurait fait une sieste un peu trop longtemps. Donc il y a quelque chose chez Olaf Scholz qui est pas très tranché. Eh bien, aujourd'hui, pour célébrer les 85 ans de la Nuit de Cristal, vous savez, le grand pogrom en Allemagne avec une centaine de juifs assassinés, eh bien, il a été à la synagogue de Benzion, qui est la grande synagogue de Berlin, et il a eu cette phrase forte en disant « Vous ne revivrez plus jamais ça, les juifs allemands, sur cette terre. Je vous le promets. » Et donc, il a pris une mesure forte. Tous les gens qui seront soupçonnés d'antisémitisme ou de propos antisémites et qui demanderont la naturalisation allemande ne l'obtiendront pas. Voilà. Et je voulais, voilà, c'est très puissant. Je remercie Cécile parce que en fait, ça m'avait complètement échappé dans le flot du travail et je suis très heureuse que vous m'ayez indiqué cette décision de Scholz, qui est un personnage que j'aime bien, mais j'ai pas vraiment d'admiration pour lui. Il est tellement social-démocrate allemand dans la caricature qu'on peut en faire. Et bien là, il m'a vraiment impressionné. Philippe Bilger. Comment ça s'articule, Françoise, avec le parti des Verts, des Grünen. Ouais. Mais les Grünen sont pas les Grünen. Non, mais je veux dire même le parti néo-nazi. Ah, mais ça c'est autre chose. L'AfD. Comment ça va Bon, déjà, l'AfD est en recul déjà en Allemagne. Hein. Et vous savez, les Grünen allemands, ils sont très matures. Hein. Ils ont absolument pas grand-chose à voir. Les nôtres sont en train d'un peu évoluer, mais les Grünen allemands sont pas des gens. Je pense à Joschka Fischer qui a été ministre des Affaires étrangères. Les Grünen allemands sont très matures. La question de l'antisémitisme en Allemagne, c'est un point qui n'est pas négociable par rapport à l'histoire de ce pays. Donc, il ne viendrait pas à l'idée à qui que ce soit, même Oscar Lafontaine, qui a été leader de l'extrême gauche en Allemagne, de contester. Ça pourrait jamais arriver ce qui se passe en France sur la manif contre l'antisémitisme en Allemagne. Ça peut pas arriver, ça. Sébastien Ménard. Il y a j'ai une belle-sœur qui vit en Allemagne et elle me dit, elle a très peur de ça. Elle est de confession, par le mariage, elle est de confession juive et elle parle à ma femme et elle lui dit ce qui est en train de se passer en Allemagne est de plus en plus grave, de plus en plus choquant et on a peur. En fait, on a peur pour nos enfants. Parce que il y a effectivement une radicalisation, notamment, et c'est des gens qui sont d'originaire d'Europe centrale, plutôt de tradition de gauche, et ils me disent en fait, il y a depuis l'ouverture des vannes de la personne qui a précédé Angela Merkel, exactement, qui a effectivement laissé, pour des raisons humanitaires qu'on peut comprendre, accepter ou pas d'ailleurs, et économique et démographique. Il y a une manière dont l'Allemagne s'est transformée ces 3 dernières années et un problème, une vraie problématique d'intégration, d'assimilation et qui ressurgit avec ce qui s'est passé depuis le 7 octobre. Je tiens à préciser que ce raccourci qui consiste à dire les 1,5 million de migrants dans la crise migratoire de 2015 et ce qui se passe en Allemagne, non. Ce qui se passe en Allemagne, c'est aussi le fait de mouvements qui n'ont pas grand-chose à voir avec ces migrants. On a peut-être aussi le droit d'accepter qu'il y ait des gens qui aient des ressentis et ces ressentis-là... Je les accepte. Allez, ce que je dis, c'est des ressentis, justement. Ça ne résiste pas à l'épreuve des faits. Allez, merci beaucoup, Sébastien Ménard. Renoir. Appelez-moi Dieu. Ah oui, ok, avec plaisir. Votre Majesté, on va revenir sur le nord de la France dans quelques instants, qui est de nouveau en alerte rouge crue et en vigilance inondation, vigilance orange. Avec cette question, faut-il décréter l'état de catastrophe naturelle ? En tout cas, visiblement, ça prend le bon chemin. François Decoster est avec nous, maire de Saint-Omer et vice-président de la région des Hauts-de-France. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. En tout cas, monsieur le maire, la question est de dire, est-ce que finalement les changements climatiques, dans ce cadre-là, est-ce qu'à un moment donné, il va falloir totalement interdire l'occupation humaine en zone inondable ? Il faut l'encadrer, c'est ce qu'on fait depuis de nombreuses années. Il faut que les réglementations soient bien appliquées, mais il faut apprendre à vivre avec des zones inondables, mais en encadrant les activités. Et c'est ce qu'on fait d'ailleurs à Saint-Omer depuis, j'allais dire, très longtemps, puisque nous sommes un marais cultivé depuis 1000 ans désormais. On en parle dans un instant et bien sûr vous nous parlerez de ce contexte aujourd'hui. 0826 300 300, vous voulez témoigner, on vous attend jusqu'à 19h. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus.
Nous avons beaucoup de chance chaque jour de pouvoir commenter l'actualité avec vous au 0826 300 300 avec Philippe David ensemble jusqu'à 19h, avec Philippe Bilger aujourd'hui président de l'Institut de la Parole, Françoise Degois, éditorialiste Sud Radio, et Sébastien Ménard, entrepreneur dans la food tech. Tout de suite le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Et le nord de la France de nouveau en alerte rouge crue et en vigilance orange inondation. En une semaine, il est tombé l'équivalent de 3 mois de pluie dans le Pas-de-Calais, ce qui a entraîné forcément la fermeture de 200 crèches et des établissements scolaires, Philippe. Oui, étions-nous assez préparés pour ces inondations? Est-ce que vous êtes concerné par ces inondations? Pour venir témoigner au 0826 300 300, est-ce que vous pensez qu'il va falloir s'y habituer avec le changement climatique? Venez nous le dire au 0826 300 300. Et notre invité François de Coster est avec nous, maire de Saint-Omer, vice-président de la région Hauts-de-France. Merci d'être avec nous en direct sur Sud Radio, monsieur le maire. Philippe Bilger, c'est un désastre en fait. Absolument, mais je ne saurais mieux dire que monsieur le maire ce qu'il faut faire pour limiter les dégâts. Saint-Omer est une ville qui me touche de très près et comment dire, je ne peux que faire référence en tant que, évidemment, citoyen qui a la chance de ne jamais connaître ça. Rien ne me touche davantage quand on en parle, quand je le vois à la télévision, que le sort de ces malheureux qui, de manière régulière, subissent des maux, et par moments je me dis, et moi je suis en train de me plaindre d'incommodité absolument minime. Je trouve qu'il y a là, dans ces régions, véritablement, on abuse peut-être du terme, des héros du quotidien. Je les entends, ils remettent les choses en état, ils espèrent que ça ne recommencera pas, c'est vraiment admirable. Moi, je travaillais avec Ségolène Royal à l'époque, quand il y a eu Cynthia, c'était quelle souffrance cette tempête avec tous les morts, etc. Et je rejoins ce que vous dites, c'était vraiment, c'est apocalyptique en réalité, les inondations et puis les vagues submersives. Mais je vais laisser, moi, mon temps de parole à Sébastien Ménard, parce que c'est intéressant, il est élu de Biarritz et je pense qu'il a des trucs à nous expliquer, en fait. Nous, on a, bonjour monsieur le maire, nous, on a la chance d'avoir cette expérience, je dirais, des vagues submersion, puisque nous, c'est souvent au Pays Basque, hein, c'est plusieurs fois dans l'année. Et on a évidemment, nous aussi, des problèmes de densification des sols, d'artificialisation des sols. Donc, qui dit artificialisation des sols, qui dit que les eaux, quelque part, ont un peu plus de mal à s'évacuer. Et tout ça est lié à une recrudescence, quelque part, de l'intérêt pour la côte basque. Mais on s'en sort plutôt pas mal. Et on s'en sort mieux que d'autres. Et c'est vrai qu'on est extrêmement solidaire de nos collègues, un peu partout ailleurs, qui, eux, découvrent ça. Parce que je dirais que nous, au Pays Basque, le fait d'avoir des terres ou des terrains, même des terrains agricoles gorgés d'eau, je l'expliquais à ma camarade Françoise Degois, nous, c'est souvent, en fait, qu'on découvre nos gazons avec 10 cm d'eau, de l'eau dans les caves, etc., etc. Mais on vit avec ça. Et c'est vrai que quand on n'est pas habitué à ça et qu'on découvre finalement son quotidien, son unité de vie saccagée, parce qu'il n'y a pas que l'eau, hein, il y a la boue, il y a la vase, il y a tout ça. C'est l'enfer, et voilà. le temps de séchage. Et voilà, donc on a évidemment une pensée pour tous nos concitoyens qui subissent ça, et puis pour d'autres aussi, parce que moi j'ai toujours quelque part une pensée pour quelques naufragés du bout du monde qui eux vivent ça sans nécessairement avoir les moyens et les outils pour pouvoir quelque part nettoyer, pomper et puis reprendre le cours d'une vie normale. François de Coster, quelle est la situation aujourd'hui à Saint-Omer et dans les Hauts-de-France ? Alors écoutez, moi je vais vous dire, on est dans une situation de grande incertitude. On a déjà eu donc des journées très très compliquées et surtout on voit venir la fin de la semaine avec crainte puisque on annonce des grosses pluies. Et Saint-Omer, pour vous donner une rapide description, c'est une espèce de cuvette, c'est un marais cultivé, c'est un polder. Et donc en fait, lorsqu'il y a 2-3 jours, on nous annonçait une décrue sur l'amont de l'A1, ça ne correspondait pas du tout à ce que nous vivions, parce qu'au contraire, l'eau commençait à arriver chez nous, et comme nous sommes dans une cuvette, elle met très très longtemps avant d'être évacuée à la mer. Et donc, quelque part, on
on a vécu une onde de crue qui est arrivée un peu plus tard, et c'est difficile aujourd'hui, et l'eau est là, et, on a du mal évidemment à l'évacuer parce que les niveaux sont très hauts, même s'il y a beaucoup de choses qui sont faites pour l'évacuer. Dès ce soir, il y aura de nouvelles pompes qui vont permettre d'augmenter de 10% encore la capacité de rejet à la mer, et je pense bien sûr, moi, à tous mes concitoyens qui sont en train de se demander si tous les efforts qui ont été faits pour pomper l'eau qui était rentrée dans les maisons, finalement, dès demain, ça va pas monter encore, finalement. Et donc, c'est cette incertitude qui est extrêmement éreintante. C'est fatigant de se dire que, finalement, on n'en voit pas le bout, quelque part. Est-ce que finalement, la question du jour, décréter l'état de catastrophe naturelle, on entend des bruits où on se dit, visiblement, ça devrait passer cette fois-ci? Écoutez, Christophe Béchu, qui était chez nous hier, a été très clair, et Gérald Darmanin, qui était dans le Boulonnais juste avant également. Mardi prochain, la Commission nationale qui est chargée de pouvoir étudier les conditions d'une catastrophe naturelle doit se réunir, et il nous a vraiment assuré que tous les éléments étaient d'évidence réunis. Donc on n'a pas tellement d'inquiétude sur ce sujet-là. Il a posé d'autres questions qui sont des bonnes questions. Vous savez, nous, on est dans une région où on a vécu des grandes crues aussi en 2002. Et on n'est pas resté les bras croisés depuis 2002. On a fait beaucoup d'efforts. Je n'étais pas élu, je n'étais pas maire à ce moment-là. Ce sont aussi mes prédécesseurs. J'ai poursuivi les choses. On a travaillé à pouvoir aussi avoir des champs d'expansion de crues qui auront joué leur rôle. C'est 600 000 mètres cubes qui n'ont pas, qui ont évité qu'on ait des zones encore plus inondées qui aillent vers les habitations. Si je prends la commune de Blandec, qui est un peu en amont, il y avait eu en 2002 plus de 750 habitations qui avaient été inondées, parfois à près de 2 mètres. Cette fois-ci, on est autour de 150 et j'allais dire que les inondations ont été beaucoup moins importantes sur cette commune. C'est tous les ouvrages qui ont été construits pour essayer de faire en sorte qu'on ralentisse les volumes d'eau. C'est tout le travail d'endiguement. C'est plus de 2 kilomètres de digues qui ont été construites aussi à l'intérieur de cette commune. Donc beaucoup de travail a été fait, mais on peut se poser 2 questions. La première, c'est face à une crue comme celle qu'on a en ce moment, qui est au moins aussi importante et peut-être un peu plus importante que ce 2002, est-ce qu'il ne faut pas continuer encore le travail? Et puis deuxièmement, et le ministre l'a dit lui-même, par rapport au dérèglement climatique, est-ce que on est certain que ça ne va pas se reproduire encore plus régulièrement? Là, je vous parle d'une fois tous les 20 ans, et c'est la bonne question qu'il faut se poser. Oui, Sébastien Ménard. Ça coûte très cher à une commune, Sébastien Ménard, tous ces aménagements? C'est évidemment énormément d'huile de coude, parce que voilà, parce que nous on est équipés à Biarritz, parce qu'on est une ville côtière et on a des gros temps. Enfin, on a ce qu'on appelle beaucoup de tempêtes. Mais donc nous on est équipés, mais c'est évidemment beaucoup d'huile de coude. C'est dans le budget municipal en fonctionnement et en investissement chaque année des sommes extrêmement importantes. Mais là où, comme le dit Monsieur le maire, on arrive à quelque part limiter, ralentir, mais on n'arrive pas à empêcher. Ah ben oui, voilà. Et on a quand même aussi le sentiment, nous on voit par exemple au Pays Basque, qu'on a des pluies de plus en plus violentes. Alors il pleut moins, voilà. Il pleut moins, vous pouvez venir passer l'été quasi un mois et demi en plein été, sans nécessairement sortir votre parapluie. Mais quand il pleut, les pluies sont de plus en plus intenses et violentes. J'ai une question à Monsieur le maire par rapport à ça. On voit bien dans les épisodes Sévenol, bon ça c'est au sud, on voit bien à quel point la sururbanisation est en grande partie responsable de tout cela. Je ne mets pas à part le dérèglement climatique, mais en plus, est-ce que vous avez des mesures très strictes que vous prendrez sur l'urbanisation, sur le fait que maintenant il ne faut plus construire trop près de je ne sais quelle rivière, est-ce que ça c'est quelque chose maintenant un peu, même des décisions un peu autoritaires? Mais ça, c'est des règles d'urbanisme qui existent déjà. On a des plans de prévention des risques d'inondation. Ça, c'est sûr, mais est-ce que vous allez les aggraver, je veux dire?
Est-ce que vous allez encore les serrer? Ils sont appliqués. Vous savez, nous, on est de toute manière un polder. Donc, toute manière, la présence de l'eau, c'est même ce qui a expliqué la fondation même de notre ville. Non, la question, c'est de pouvoir continuer le travail. On sait, par exemple, on a beaucoup d'inquiétudes ces derniers jours sur une digue qui accompagne un des bras de notre fleuve et qui passe à l'intérieur de notre commune. C'est la Haute-Meldigue. Il y a beaucoup de travail qui est fait en ce moment pour essayer de soulager la pression des volumes d'eau sur cette digue. Bien, précisément, je l'ai dit au ministre, on va travailler pour faire en sorte qu'on puisse venir renforcer cette digue. Mais c'est parce que pour nous, il faut travailler à l'échelle d'un bassin. C'est-à-dire que c'est pas plusieurs communes, c'est plusieurs intercommunalités qui travaillent. On a créé un syndicat ensemble pour travailler là-dessus. Et puis il y a des questions sur lesquelles il faut aussi se poser la question de la simplification administrative. On est en train de terminer un plan d'action sur la prévention des inondations. C'est PAPI, ça s'appelle. Sur ce sujet-là, on a encore des lourdeurs administratives qui nous font perdre du temps pour aller au bout du travail. Le ministre en est conscient, il nous l'a confirmé. Ça, on peut gagner du temps aussi pour être plus rapidement opérationnel sur le terrain. En tout cas, merci beaucoup et tout notre soutien aux Audomarois, c'est ça? Les Audomarois. Les Audomarois. Merci beaucoup. Joli, Audomarois. Merci beaucoup, monsieur le maire François Leclerc, maire de Saint-Omer et vice-président de la région Hauts-de-France. Merci beaucoup, Philippe Bilger. Merci beaucoup, Françoise Degois. Merci beaucoup, Sébastien Ménard. Dans un instant, on va vous parler automobile. Forcément, on parlera automobile électrique. Alors, il y a du pour et il y a du contre. Et là, ce soir, vous allez voir qu'il y a beaucoup de contre. Et il y a du débat. Et il y a du débat. On en parle dans quelques instants. 0826 300 300. Vous êtes les bienvenus jusqu'à 20h. À tout de suite.